dramatique, autoritative News encore. Le 25 avril 2026, le Mali ne s'est pas réveillé comme d'habitude. Ce n'était pas une simple attaque de plus. C'était une tentative chirurgicale de décapiter une nation souveraine. Un complot orchestré depuis des bureaux lointains, exécuté par des mains mercenaires. Qui a armé les terroristes ? Qui a fourni les codes ? Aujourd'hui, Bamako parle. Et le monde tremble devant l'épreuve. Salut à tous. Si vous êtes ici, c'est que vous savez que la vérité est une arme de guerre. Merci d'être là pour ce dossier brûlant. On part au Mali, ce peuple fier qui refuse désormais de baisser les yeux. Le ministre Abdoulaye Diop vient de jeter un pavé dans la mare diplomatique. Il désigne ouvertement l'Ukraine comme le sponsor d'une coalition maléfique. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des révélations qui vont suivre, car ce que vous allez voir change tout. Le Mali a été victime, le samedi 25 avril 2026, d'attaques terroristes complexes, coordonnées et planifiées avec des sponsors internes et externes contre plusieurs villes de notre pays. Ces attaques ont causé des victimes, civiles comme militaires, au nombre desquelles le regretté général d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, dont les circonstances de la disparition ont fait l'objet du communiqué en date du 26 avril 2026 du gouvernement de la transition. Samedi 25 avril 2026, des attaques coordonnées, complexes, presque professionnelles, frappent plusieurs villes. Mais le cœur du pays est visé, la résidence du chef de l'État à Kati et celle du ministre de la Défense. Le bilan est lourd. Très lourd. Le général Sadio Kamara, pilier de la transition, est tombé. Une disparition qui n'est pas le fruit du hasard, mais d'une planification étrangère. Le constat est sans appel. Les groupes terroristes et certains groupes armés du Nord ne se cachent plus. Ils ont scellé un pacte de sang. Une coalition maléfique, comme la nomment les autorités, dont le but est clair, asphyxier l'économie et remplacer le leadership malien par une horde à la solde de puissances impérialistes. Pour en revenir aux attaques, je veux partager les constats suivants. D'abord, l'alliance entre les groupes terroristes et certains groupes armés opérant dans les régions du nord du Mali ne fait plus l'objet d'aucun doute. Les intéressés eux-mêmes revendiquent cette coalition maléfique. Cela confirme ce que les autorités de la transition n'ont cessé de répéter depuis l'attaque du bateau le Tombouctou le 7 septembre 2023. Ensuite, il faut noter que la complexité des attaques, leur coordination et le nombre de terroristes engagés confirment le changement de mode opératoire des groupes terroristes. Amorcé depuis quelques mois, d'abord, vous en avez été témoin pour tenter d'asphyxier l'économie nationale. Ce plan cynique a échoué grâce à la réactivité des forces armées et de sécurité et leurs partenaires. Un plan de contingence et de riposte des autorités nationales a été mis en œuvre efficacement. Ces attaques ne sont pas des faits isolés, comme vous le savez, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation du Mali et aussi une tentative de remplacer l'exécutif malien par la horde terroriste, d'où cette alliance contre nature à travers cette coalition terroriste groupe armé. Ce qui s'est passé ce jour du 25 avril ne visait pas autre chose qu'à décapiter le leadership du pays. Il y avait deux cibles majeures qui étaient visées. La première était la résidence du chef de l'État à Kati. Deux camions piégés ont ciblé cette résidence. Un s'est explosé, un a reçu des coups de feu, s'est explosé. Le deuxième, à cause de ses réponses, n'a pas pu exploser. Donc, la cible était bien connue. La deuxième, malheureusement, le camion piégé qui a éclaté à la résidence du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Vous connaissez la suite. Je crois que l'objectif était absolument très clair, de remplacer le leadership pour pouvoir amener des personnalités qui sont certainement à la solde de puissance, qui ne cherchent qu'à briser la dynamique de refondation de notre pays, le choix de notre pays de prendre en main son destin, d'assumer sa souveraineté, d'assurer sa sécurité, d'évoluer de façon autonome au Mali, dans la région et sur la scène internationale. Et cette volonté ne pourra pas être brisée. Notre pays va continuer à se tenir debout, à faire face et à assumer ses décisions. Comme le dirait
L'écrivain Joseph Kizerbo, je le répète chaque fois, Nan lara ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts. Et genre pose, pourquoi l'Ukraine, un pays situé à des milliers de kilomètres, s'intéresserait-il au Sahel? La réponse se trouve dans les couloirs feutrés des Nations Unies. Souvenez-vous, alors que l'Occident exigeait une condamnation unanime de la Russie, le Mali, le Burkina et le Niger ont choisi une autre voie, la neutralité, une absence de vote qui a été perçue à Kiev comme une trahison ou pire, comme un alignement derrière Moscou. Mais l'histoire est plus profonde. Elle s'enracine dans le traumatisme des Africains fuyant les premiers jours du conflit en Ukraine. Des témoignages atroces parlent de discrimination aux frontières, d'étudiants chassés des trains, de violences gratuites. On nous a traités comme des animaux, racontent de ceux qui ont réussi à rentrer. Une expérience vraiment atroce. Ces 10 jours passés en Ukraine furent très éprouvants. C'était bien loin de tout ce que j'avais pu imaginer. Les militaires sur place se montraient d'une cruauté sans nom. Ils nous traitaient comme si nous n'étions absolument rien, privés de nourriture et sans le moindre soutien. Si on était livré à soi-même, votre ambassade, tout si votre ambassade n'est pas là, pour le reste, ils vous laissent vous débrouiller. On a marché pendant genre 12 heures sans manger, sans rien, il faut bien. C'était l'une de mes pires expériences. Genre, les soldats qui étaient de service ce jour-là étaient odieux. Ils étaient vraiment sans cœur. Genre, ils nous ont traités comme des animaux, complètement. Ils nous ont chassés, frappés à coups de bâton. Regardez, ils m'ont frappé la jambe ici. Ce fossé émotionnel a poussé Bamako à se tourner définitivement vers un partenaire qui ne les jugeait pas, la Russie. L'Ukraine a compris trop tard l'importance du soutien africain. Après avoir tenté d'ouvrir des ambassades à la hâte, la stratégie a changé. Si l'Afrique soutient nos ennemis, alors nous soutiendrons les leurs. C'est ici que le lien se tisse entre les services de renseignement ukrainiens et les nébuleuses terroristes opérant au Mali. Un échange de bons procédés, expertise technique contre déstabilisation des intérêts russes et maliens. Ce n'est plus une théorie. Des officiels ukrainiens ont eux-mêmes laissé entendre leur implication après l'embuscade sanglante ayant coûté la vie à de nombreux soldats maliens et à leurs partenaires. Les rebelles ont reçu les informations nécessaires. Cela leur a permis de mener une opération réussie contre les criminels de guerre russes. Le monde entier a déjà vu ça. En principe, cela peut être commenté. Nous ne divulguerons certainement aucun détail, mais disons qu'il y aura une suite. Ce sont des informations sensibles. Un aveu à peine voilé qui a conduit le Mali à une décision radicale. La rupture totale des relations diplomatiques. Le geste de Bamako n'est pas resté isolé. Dans un élan de solidarité sans précédent, le Burkina Faso et le Niger ont immédiatement emboîté le pas. C'est ici que l'on comprend ce que signifie la fraternité de l'AES. Ce ne sont pas juste des mots ou une couleur de peau partagée. C'est un pacte de survie. Quand l'un est frappé, les trois se lèvent. Si vous soutenez ce combat pour la dignité, c'est le moment de vous abonner et d'activer la cloche. Le Sahel est en train de réécrire l'histoire. Mais l'Ukraine n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Bien avant Kiev, le ministre Abdoulaye Diop avait déjà pointé du doigt un autre acteur majeur, la France. Les accusations sont d'une gravité extrême. Espionnage, violation de l'espace aérien et, plus grave encore, le largage de matériel et le partage de renseignements au profit d'organisations criminelles. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles. Le Mali le répète, il aurait des preuves de ces dires. Il ne les a pas présentées ce mardi à New York. L'ambassadeur français auprès des Nations Unies reprend la parole. Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. Flottement dans la salle. Avant de clore la réunion, Abdoulaye Diop tend une perche à Paris. Je souhaite, maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Le Mali affirme détenir des preuves tangibles de cette duplicité.
des preuves qu'il brûle de présenter au monde. Imaginez l'ambiance au Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à face, le Mali et la France. Paris nie tout en bloc, qualifiant les accusations d'infondées. Mais Diop ne recule pas. Sans avoir froid aux yeux, il défie l'ambassadeur français. Il réclame une session spéciale pour étaler ses preuves à la face du monde. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est un duel pour la souveraineté. Comme le disait l'écrivain Joseph Kizerbo, Nalara Ansera. Si nous nous couchons, nous sommes morts. Le Mali a choisi de rester debout. Malgré les camions piégés à Kati, malgré la perte du général Sadio Camara, la dynamique de refondation est lancée. Le pays a décidé de prendre son destin en main de façon autonome, loin des tutelles imposées. L'atelier pose. L'objectif de ce 25 avril était clair. Décapiter le leadership, semer le chaos et installer des marionnettes à la solde de puissances étrangères. Mais ce plan cynique a échoué. La réactivité des forces armées maliennes et la résilience du peuple ont transformé ce qui devait être une fin en un nouveau commencement. Le Mali ne se contente plus de subir. Il anticipe, il riposte et il gagne. Ce qui se joue au Mali dépasse les frontières du Sahel. C'est le symbole d'un monde multipolaire qui refuse l'hégémonie. En choisissant ses partenaires selon ses propres intérêts, Bamako envoie un message fort à l'Ukraine, à la France et au reste du monde. L'ère de la complaisance est terminée. Les preuves de duplicité seront présentées, la justice sera réclamée et la souveraineté ne sera plus jamais négociée. Le ministre Abdoulaye Diop l'a dit, cette volonté ne pourra pas être brisée. Derrière chaque décision politique, il y a la voix de millions de Maliens, de Burkinabés et de Nigériens qui aspirent à une sécurité réelle et à une dignité retrouvée. C'est cette force collective qui fait trembler ceux qui, dans l'ombre, tentent de déstabiliser la région. Merci d'avoir suivi ce dossier jusqu'au bout. Le combat pour la vérité est long, mais il est nécessaire. Si cette analyse vous a éclairé, soutenez la chaîne en vous abonnant et en partageant cette vidéo massivement. Laissez un commentaire. Pensez-vous que l'AES réussira à imposer sa vision face aux puissances extérieures? Restez connectés, restez debout. C'était les Échos du Front. À bientôt